mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On va débuter tout de suite avec Philippe Mabille, qui est un habitué de cette grande scène, et ses super invités qui sont à ses côtés. Merci d'applaudir Vanessa Diriart, Carole Delga, Mathieu Nebra et Olivier Faron, qui sont à ses côtés. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Et dans quelques instants, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui va les rejoindre. Carole Delga, bien sûr, la présidente de la région Occitanie, dont j'aime à penser que c'est la plus belle région de France. Ensuite, Vanessa Diriart, directrice générale de Galiléo, Olivier Faron est le recteur de l'Académie de Strasbourg, Mathieu Nebra est le cofondateur d'Open Classroom, et Philippe Mabille, on ne le présente plus. Voilà, cher Philippe, la scène est à toi. Profitez du soleil et régalez-nous comme d'habitude. Merci beaucoup Nicolas, quel plaisir de vous retrouver ce matin, il fait beau. C'est la rentrée des classes pour le MEDEF, c'est la rentrée des classes bientôt pour tous nos enfants. Et je voudrais féliciter le MEDEF d'avoir choisi comme thématique, on reconnaît bien là, Patrick Martin, une thématique marxiste, puisqu'il va falloir parler de la nouvelle lutte pour les classes. Évidemment, on admire le jeu de mots. L'école de l'avenir, c'est évidemment le sujet de la rentrée. Le président de la République, vous l'avez vu, vient de dire que l'école, c'était un domaine réservé du président de la République, on n'a pas forcément entendu cela dans la bouche de tous les présidents, on avait plutôt en tête les affaires étranges et étrangères, et effectivement c'est important de voir que ce sujet est traité au plus haut niveau. Le ministre de l'Éducation nationale par ailleurs vient de changer et de réformer une fois de plus, j'allais dire, le bac pour essayer de corriger un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a pu observer notamment cette année, puisque c'est quand même curieux de voir une année scolaire qui se termine au mois de mars pour un certain nombre des jeunes. On va en parler de ces sujets, mais plus globalement, évidemment, en accueillant Najat Vallaud-Belkacem, bonjour, qui arrive à point nommé pour la première question qui va tomber sur elle, mais je termine la présentation très rapidement. Donc une rentrée quand même très chargée en actualité sur la question de l'école, mais comme nous sommes au MEDEF, on voudrait parler évidemment beaucoup aussi des sujets d'orientation et de formation. Je commence peut-être avec vous, Madame la Ministre. Bonjour. Vous avez été la première femme ministre de l'Éducation nationale. Et j'aimerais peut-être vous demander ce que vous pensez, vous, le diagnostic de la maladie qu'on prête à l'éducation nationale, à l'école. On dit qu'on l'aime beaucoup, l'éducation nationale, mais on la critique en disant, à la fois au niveau international, les classements, alors on n'a pas la nouvelle enquête PISA qui sortira l'an prochain, mais les classements ne sont pas toujours en notre faveur. Et puis, on a quand même cette difficulté, beaucoup d'enfants qui sortent du système scolaire sans formation. Quel diagnostic portez-vous aujourd'hui? Est-ce que l'école française a décroché ces dernières années ou pas? Je pense que, bonjour à toutes et à tous, et désolée pour le retard, j'étais prise dans la circulation. Mais pour aller droit au but, je pense qu'il faut savoir raison garder quand même, hein. Il faut de temps en temps prendre du champ et se comparer avec d'autres pays et prendre conscience qu'on a quand même une belle éducation en France. On a la chance d'avoir un système gratuit, ouvert, de grande qualité, qui est reconnu pour l'essentiel et qui fait réussir un grand nombre d'élèves. Le sujet, c'est ceux qu'il ne fait pas réussir. C'est les élèves qui sont en décrochage, c'est les inégalités de nature sociale, de nature parfois même culturelle, qui sont constatées année après année, classement PISA après classement PISA, et qui tirent nos résultats vers le bas. Dans l'ensemble, ce dont souffre notre système scolaire aujourd'hui, c'est peut-être moins de la qualité des enseignements ou des enseignants que du fait que les élèves ne s'y mélangent pas assez. Et parce qu'ils ne s'y mélangent pas assez, j'allais dire les élèves en difficulté restent entre élèves en difficulté. Et il y a à la fois une forme de ségrégation subie et une ségrégation choisie, désirée, voulue par certains qui, justement, cherchant à protéger leurs enfants de la masse, bien, les font scolariser à part. Et en fait, c'est vraiment ce mécanisme-là qui est décrit, classement PISA après classement PISA. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce que nos enseignants se sentent? Parce qu'on a un sujet d'attractivité du métier. Je veux dire, cette année encore, on a 3000 postes qui ne sont pas pourvus en cette rentrée scolaire. Et donc, on voit bien qu'il y a un sujet qui relève évidemment des conditions de rémunération, mais pas seulement, qui relève aussi de la considération apportée à un métier
qui aujourd'hui ne fait plus figure d'unique figure d'autorité légitime, en quelque sorte, en matière de transmission des savoirs. Et donc, quelles mesures on adopte qui passe par exemple par la formation des enseignants, pas simplement la formation disciplinaire, mais la formation pédagogique, parce que ce métier est devenu beaucoup plus compliqué que par le passé, face à des élèves très hétérogènes, beaucoup plus qu'il y a 50 ans par définition, face aussi à cette remise en cause du savoir à laquelle on assiste partout dans notre société. Comment est-ce qu'on arme, comment est-ce qu'on renforce et on solidifie nos enseignants? Et ça, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité. Comment aussi est-ce qu'on n'est pas dans une forme de compétition, de marché scolaire qui fait qu'y compris les parents peuvent se transformer en tyrans parfois à l'égard des enseignants avec leurs revendications qui parfois sont légitimes et parfois moins. Voilà ce que je brosserais moi rapidement comme portrait. C'est une école qui pourrait très bien réussir si elle était moins inégalitaire et des enseignants qu'il faudrait s'assurer de mieux préparer à exercer leur métier en plus des conditions de travail qui sont les leurs. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. On va vous réentendre tout à l'heure. On va peut-être poursuivre le tour de table avec, en donnant la parole, pour commencer, à Olivier Faron, recteur de l'Académie de Strasbourg, puisque vous vous occupez évidemment de nos jeunes et notamment dans cette belle région. Comment vous portez le diagnostic? Est-ce qu'il y a un décrochage français? Beaucoup de gens le disent quand même. Est-ce qu'il ne faut pas une forme de lucidité? Ce que vient de dire Najat Vallaud-Belkacem, c'est nuancé. Certaines personnes disent aujourd'hui il faut un vrai électrochoc de l'éducation en France. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je reprendrai ce qu'a dit Najat Vallaud-Belkacem. Le bilan est quand même extrêmement positif du fait que notre éducation nationale porte la formation de l'ensemble des jeunes. Sur les classements, le dernier classement qu'on a eu, sans rentrer dans les détails techniques, qui s'appelle Pearls, a montré que nous avons plutôt mieux tenu, notamment pendant la période Covid, notamment laissant les écoles ouvertes. Donc le classement est plutôt positif. Je pense aussi qu'il y a une culture de l'évaluation qui commence à rentrer, qui n'était pas forcément partagée, qui était parfois incomprise. Et là, on commence à dire, voilà, l'évaluation, c'est important, c'est avoir un bon thermomètre, c'est important aussi pour faire notre mission publique d'éducation. Et puis l'autre point que je voudrais dire, c'est évidemment notre préoccupation, elle est d'éviter de laisser des jeunes au bord de la route. Elle est claire que c'est inacceptable qu'il y ait des jeunes qui décrochent. Il y a quand même un effort sans précédent sur l'éducation prioritaire. Et puis, notre souci, il est véritablement d'essayer de voir comment on peut faire réussir tous les jeunes, comment on peut trouver les bons outils. Donc, c'est notre priorité notamment de la rentrée. Nous avons des actions spécifiques. Dans l'Académie de Strasbourg, par exemple, nous engageons un plan sur la ville de Mulhouse. Donc, on essaye vraiment de répondre à ces difficultés sociales en essayant de trouver les bons outils, en les faisant converger aussi, parce que c'est le cœur de notre mission. Najat Vallaud-Belkacem parlait du statut des profs. Alors, il y a eu des revalorisations qui ont été décidées par le précédent gouvernement. Il y a des efforts qui sont faits, mais est-ce qu'ils sont suffisants? Quel est l'état d'esprit, le moral des troupes aujourd'hui? Alors, d'abord, c'est la première fois qu'il y a une revalorisation systématique. Il y a une revalorisation socle, c'est-à-dire que l'ensemble des enseignants bénéficient d'une revalorisation. Pour la première fois, et on peut quand même estimer que c'est tout à fait juste et bien fondé, les enseignants débutants démarreront au-delà de 2 000 €, ce qui n'était pas le cas. Et puis, il y a un certain nombre de missions complémentaires qui vont être valorisées sur la base du volontariat. Donc, ce que je crois, c'est que voilà, il y a évidemment des difficultés sur l'exercice du métier, on ne va pas se mentir, mais le signal, il est quand même très positif. Il est aussi d'essayer de favoriser, vous parliez, Philippe, d'autres tables rondes sur l'engagement, de favoriser l'engagement dans les établissements. Donc, voilà, on essaye vraiment d'avancer le plus possible en écoutant les besoins des enseignants. Alors, il y a quelques actualités avant de passer aux autres sujets qui vous concernent, que le ministre vient d'annoncer. Je ne parle pas de la baya, là, ici. Je veux parler du fait, pour les décrocheurs, de démarrer la rentrée scolaire plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est applicable? Est-ce que ça va être le cas rapidement? Je pense que tout ce qui est fait dans l'esprit de faire réussir
des jeunes, je dirais, qui sont des formes d'assignation sociale, des formes de marginalisation sociale. Il faut évidemment être très à l'écoute. Il ne s'agit pas de dire on va les priver de vacances ou autre, mais souvent ce sont des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. Et moi, je me suis rendu sur place dans un certain nombre d'établissements pendant les vacances apprenantes. Les jeunes se retrouvent si c'est bien construit, et les enseignants dont on va encore une fois augmenter la revalorisation, on va faire une revalorisation quand ils s'engagent dans ces missions complémentaires, sont aussi partants. Honnêtement, il faut faire réussir tous les jeunes. Donc il faut se donner tous les moyens en mettant de l'écoute et en mettant de la réactivité et en les emmenant dans une démarche d'émancipation et de progrès. Alors l'éducation, c'est également un sujet très important dans les compétences des régions, Carole Delga. La région Occitanie que vous présidez, évidemment, n'échappe pas à cette règle. Il y a, peut-être pour aller au-delà seulement de l'école des plus jeunes, pour aller jusque vers, effectivement, ce qui vous concerne plus directement, les lycées pro, avec la réforme en cours, et bien sûr, tout ce qui est la réforme du système de formation. Quel est, vous-même, le diagnostic que vous portez, y compris peut-être avec quelques exemples issus de votre belle région? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense en effet que quand on compare l'éducation nationale française par rapport à d'autres pays, on n'a pas à rougir. Mais pourquoi on ne peut pas se satisfaire de l'état de l'éducation nationale en France? Parce qu'en France, l'éducation nationale, elle a un rôle fondamental. Elle a un rôle fondamental, tout d'abord, de cohésion républicaine, parce qu'en France, à travers l'éducation nationale, c'est la promesse républicaine. Et on a besoin, quand on est français, d'avoir espoir grâce à l'éducation nationale. Et aujourd'hui, le constat est qu'au niveau de nos concitoyens, il n'y a plus l'espoir grâce à l'éducation nationale. Et en France aussi, l'éducation nationale, c'est ce qui permet de donner un cadre stable, un cadre fort, entre autres pour l'économie. Et c'est pourquoi moi j'appelle à une révolution éducative. J'appelle à une révolution éducative parce que dans notre pays, nous avons besoin d'avoir une éducation nationale qui soit vraiment un pilote et qui soit exemplaire. Alors, comment clairement mener les réformes qui sont nécessaires? Tout d'abord, il faut plus de temps à l'école. Il faut arrêter de se mentir avec des histoires, avec des mesures qui, pour moi, ne sont pas suffisantes, de dire pour les décrocheurs, on commence au 20 août. Il faut qu'il y ait plus de temps à l'école. Et c'est pourquoi j'ai toujours défendu la semaine de 4 jours et demi. Je pense aussi que la durée des vacances d'été est trop longue, parce que ce temps fait en sorte que pour les enfants de milieux défavorisés, il y a un vrai décrochage. Et il faut avoir plus de temps à l'école et mieux de temps. C'est-à-dire, il faut rééquilibrer les vacances intermédiaires, raccourcir les vacances d'été. Je sais les conséquences économiques sur le secteur du tourisme. La région Occitanie, c'est la première région touristique de France. Mais là, il faut travailler avec les professionnels. On ne peut pas transiger sur la priorité absolue de l'éducation nationale. Et il faut que la composition des journées soit redéfinie. Parce qu'on doit avoir différents modes de pédagogie. Et à travers des journées plus longues, si on met plus d'éducation sportive, plus d'éducation artistique, à ce moment-là, on permet à des enfants d'exprimer leur talent et pas juste dans le cadre du cours magistral. Et puis, nous défendons, nous, les présidents de région, de façon unanime, que l'orientation soit beaucoup plus ouverte avec le monde de l'entreprise. Parce que, alors c'est certainement pas une vision adéquationniste, c'est que pour lutter contre les inégalités sociales, il faut faire connaître à nos jeunes la réalité des métiers et la diversité. Et cela n'est possible au moment de l'orientation, c'est-à-dire 4e, 3e, que s'il y a une ouverture forte sur le monde de l'entreprise. Et souvent, je cite l'exemple que dans l'enseignement agricole, le président ou la présidente du conseil d'administration du lycée agricole, c'est un professionnel du milieu agricole. On ne doit pas avoir peur d'avoir une école ouverte. Bien sûr, l'école doit être le creuset des savoirs de base, permettre à chaque jeune d'avoir son libre arbitre, mais dans la résorption des inégalités, dans la reconnexion
avec la promesse républicaine, eh bien, il faut faire reconnaître la diversité des métiers, faire reconnaître le parcours pour accéder à ces métiers. Et puis, donc, il faut vraiment modifier la question de la formation tout au long de la vie. Vraiment, la dissociation qui existe aujourd'hui entre formation initiale, formation continue et formation des demandeurs d'emploi n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens parce qu'il y a une aspiration sociétale à avoir plusieurs métiers dans une vie, mais des métiers très différents. C'est-à-dire, je peux être ingénieur et j'ai envie de devenir agriculteur. Je suis prof de sport et j'ai envie de devenir commerçant. Et cela, il faut avoir une formation qui puisse à la fois reprendre des savoirs de base à travers des outils de la formation initiale, mais également des nouveaux savoirs. Et il y a un autre sujet. Si on veut avoir un pays solide, avec une structuration économique forte, on doit être vraiment de nouveau dans la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est réapprendre certains métiers qui n'existent plus en France, et je pense tout particulièrement à la production industrielle, mais c'est aussi être leader sur la transition écologique et énergétique. Et donc, c'est sur la formation aux métiers verts. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des plateaux techniques qui peuvent aussi bien servir à de la formation initiale que de la formation continue, que de la formation des demandeurs d'emploi. Et donc, au niveau des régions, ce que nous demandons, c'est que l'orientation soit complètement vraiment dévolue aux régions, parce que les régions, c'est le go-between entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Et puis aussi, il faut revoir complètement la question de la formation tout au long de la vie et arrêter de fonctionner en silo, parce qu'on a une plasticité qui est absolument demandée par nos salariés, mais aussi qui est absolument nécessaire pour nos entreprises, pour réussir la transition verte, mais aussi pour réussir la souveraineté. Merci Carole Delga. On voit que l'éducation est également le domaine réservé des présidentes de région que vous êtes. Alors, pour donner la parole à nos autres intervenants, puis on va continuer le débat, mais en continuant le tour de table, vous avez bien lancé le sujet. Nous avons 2 représentants du secteur privé, avec Galiléo, Vanessa Diriart et Mathieu Nebra, le cofondateur de Open Classroom. Peut-être on va commencer avec vous, Vanessa Diriart, sur ce que vous avez entendu, notamment la seconde partie, puisque on est moins là sur le diagnostic sur l'école avec vous que sur ce sujet. En fait, on est en train de basculer vers une école des compétences, effectivement la formation tout au long de la vie, et pas forcément que dans le cadre de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'expérience que vous tirez de ce que vous voyez de votre planète? Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis très alignée avec ce que vient de dire Carole Delga. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les besoins des entreprises, ils sont très variables, ils évoluent vite, les technologies évoluent vite, et nos entreprises ont besoin aujourd'hui d'avoir des ressources, des compétences, des collaborateurs qui sont adaptés à ces compétences qui vont très vite. Le rôle de l'enseignement supérieur, puisque positionne sur plutôt le post-bac, est de pouvoir s'habituer très vite et de fournir ces compétences nécessaires à la compétitivité de nos entreprises. Et c'est en cela que l'enseignement qu'on appelle professionnalisant a une vraie raison d'être dans le paysage français. Il correspond à des jeunes qui ne sont pas forcément toujours très à l'aise dans une approche académique, c'est une pédagogie par projet avec des enseignants professionnels au plus proche du terrain, des besoins des territoires, des besoins des entreprises, et qui correspond à ces filières en tension et en besoin. Donc nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai besoin des acteurs du monde économique pour les aider à recruter les bons profils, pour les aider à développer les bonnes compétences, qu'on doit faire ce travail-là, nous, l'enseignement supérieur, avec les entreprises, pour pouvoir assurer, pour nos jeunes, une insertion dans l'emploi rapide, efficace et adaptée. Et c'est un des rôles de l'enseignement supérieur, qui vient, en plus, une des caractéristiques du paysage français, c'est que nous avons les grandes universités, nous avons un système de grande école et nous avons un système professionnalisant. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins, ils ne répondent pas aux mêmes enjeux. Et c'est cette complémentarité qui fait la force et qui fait le besoin du territoire. Il
Il faut qu'on puisse former nos élites. C'est nécessaire pour avoir une recherche à la pointe, pour rester hyper compétitif sur les sujets techno, mais il faut répondre aux besoins de transition écologique avec des collaborateurs qui sont sur le terrain et qui sont formés. Et ça, la France n'est pas faite que d'élites, et ça peut être fait avec des jeunes motivés à qui on a présenté la qualité de ces métiers-là, qui s'y engagent assez tôt. C'est pour ça que moi j'appelle à une vraie filière des compétences. Une orientation efficace sur des jeunes qui ont une approche plus pragmatique, qui sont attirés par des métiers, et une vraie filière des compétences de Bac-3 à Bac+3. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir, il n'y a pas que la verticalité de la carrière. La réussite d'une vie professionnelle, ça n'est pas qu'une verticalité, ça peut être une horizontalité, c'est un sujet de passeport des compétences, et c'est là aussi où je vous rejoins Carole, c'est comment on met en place un système et des passerelles, et un sujet d'identification des compétences acquises, soit dans l'enseignement, soit dans la vie professionnelle, de façon à créer un socle de base qui, par addition successive, permet aux uns et aux autres d'évoluer en même temps que leur vie sur des carrières différentes pour répondre à nouveau à cette infinie agilité demandée par l'entreprise. Je pense que c'est un des rôles de l'enseignement professionnalisant. Je pense que c'est en cela que le système français a cette infinie richesse d'un système complet avec des approches très académiques, très pédagogiques, des approches professionnalisantes qui répondent aux différents besoins. Bon, je pense que ce que vous venez de dire soulève pas mal de questions qu'on pourrait évoquer dans le débat, mais avant de relancer, j'allais dire, le sujet, peut-être avec Mathieu Nebra, parler d'Open Classroom, parce que vous avez quand même finalement lancé Open Classroom à un moment où vous pouvez se poser la question de savoir s'il y avait place pour cet enseignement en ligne gratuit, rendre l'enseignement accessible à tous. C'est un peu ça l'ambition d'Internet. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une disruption dans ce monde de l'éducation dont vous êtes, peut-être demain, c'est vous l'éducation nationale? Non, vraiment, j'ai pas cette prétention, loin de là. Par contre, je constate, je crois Agnès qui vient de dit notamment, c'est en train de changer, quelque chose est en train de complètement être cassé, c'est notre vision formation initiale, formation continue. Parce qu'on ne va plus aller vers un seul métier tout au long de la vie, on va aller vers de multiples métiers. Et la raison pour laquelle on va aller vers de multiples métiers, c'est que l'évolution, notamment technologique, écologique, est tellement forte que nous avons besoin de nouvelles compétences régulièrement. Et donc cette idée qu'on va faire des études jusqu'à 23, 25 ans, idéalement un beau Bac+5, dont on va utiliser ensuite ces compétences dans une même grande entreprise jusqu'à la retraite, ça c'est en train de sauter complètement. Parce que les besoins des entreprises évoluent et elles ont du mal, elles le disent, elles le répètent, à trouver des étudiants qui sortent de formation avec les bonnes compétences, mais aussi parce que les gens, les individus, eux, aspirent à de nouvelles vies et ça change. Simplement, culturellement, on n'a pas les mêmes habitudes qu'il y a juste la génération précédente. Donc formation initiale, formation continue, ce découpage, il a un peu moins de sens déjà. Et ensuite, je pense qu'il faut distinguer le besoin de socle de base, de faire société, et c'est ce que j'attendrai personnellement de l'éducation nationale, d'un besoin d'avoir des compétences directement employables professionnalisantes, qui va être plus la notion du supérieur et du continu. Et là, je rejoins aussi ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'accorde ensemble, école, entreprise, sur ce référentiel de compétences, parce qu'on ne peut pas parler de la formation sans parler de l'autre bout de la formation. Qu'est-ce qui se passe après la formation? Il y a l'entretien de recrutement. Et comment se passent les recrutements aujourd'hui? Je peux vous le dire, globalement, c'est un peu le bazar. On attend d'un jeune qui ressemble à nous-mêmes. On va évidemment avoir une discrimination très très forte, et je l'ai observé. On va attendre un Bac+5, on ne sait pas pourquoi on veut un Bac+5 en plus. Tout le monde a pendant des années essayé de monter en gamme et d'aller vers un Bac+5. Aujourd'hui, tout le monde a un Bac+5, je caricature évidemment, loin de là, mais de plus en plus de monde a un Bac+5, il n'y a plus de place dans les écoles, dans les universités, ça crée
ça crée une crise de sens. En fait, avoir plus de diplômes n'est pas forcément ce dont on a besoin, c'est avoir les bonnes compétences. Il y a quand même un biais français, on pourra peut-être en parler avec les uns et les autres, c'est ce système grandes écoles, grandes universités est quand même un système très français pour le coup, qui fabrique des élites, qui marche très bien pour les élites, qui marche très bien pour les enfants des classes et des catégories supérieures, mais qui n'est pas forcément adapté. Donc est-ce que c'est pas ça aujourd'hui quand même un des mots culturels de la France? Qui veut répondre? Peut-être un mot en revenant sur la question qui a été soulevée de l'orientation, parce que c'est vrai que l'orientation, c'est probablement, j'allais dire, le nerf de la guerre. L'orientation, le constat qu'on faisait, c'est que, en gros, en classe de 3e, les jeunes, en moyenne, quand on regarde les études, connaissent 10 métiers. C'est bien sûr insuffisant. Donc il faut faire une orientation qui ne soit pas subie, qui soit voulue, qui soit choisie. Donc l'idée, c'est de faire, par exemple, des demi-journées à venir dès la classe de 5e, et je me tourne vers ce parterre d'entrepreneurs en disant « Venez dans nos établissements de l'éducation nationale, travaillez avec nous, venez accueillir des jeunes dans vos entreprises, parce que c'est là que tout se joue. » Et puis, par rapport à ce qui a été dit, par exemple, je reprends l'exemple de l'entretien de recrutement, qui est un thème extrêmement important. Ça fait partie de grossièrement ce qu'on va appeler des soft skills ou dans la traduction française, des compétences psychosociales. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut transmettre. Nous avons une préoccupation, par exemple, Philippe, vous parliez des lycées professionnels, dans les lycées professionnels, de dire qu'il faut que, aussi dans l'entreprise, ces compétences psychosociales on puisse les acquérir. Donc il y a tout ce mouvement des compétences et qui touche, pour le coup, aussi bien le monde de l'éducation nationale que l'enseignement supérieur, parce que dans les universités, même dans les disciplines les plus classiques des sciences humaines et sociales, on essaye de faire ce transfert sur les compétences. Après, la question, tous les pays ont l'équivalent de grandes écoles, pour revenir sur le cœur de votre question. L'idée, c'est que les chemins vers ces grandes écoles soient diversifiés. Et que, par exemple, on redonne aux premières années d'université tout leur sens pour ça, qu'on fasse grandir tous les jeunes, tous les systèmes de l'enseignement supérieur. Mais voilà, moi je compare on a tenté des choses dans certaines écoles très connues, que certaines personnes, dont moi, ont fait ici. Ça n'a pas forcément produit aujourd'hui totalement ces résultats. Je vais peut-être, Najat Vallaud-Belkacem, sur cette question des inégalités des parcours. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'il faut rompre avec ce système ou est-ce qu'il faut essayer de le conserver tout en effectivement travaillant sur cette accessibilité, rendre possible ces parcours à des jeunes, je pense notamment des jeunes des quartiers, pour qui, on le sait, c'est quand même beaucoup plus difficile. Moi, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que ça fait quand même quelques années, et notamment pour avoir exercé des responsabilités dans l'éducation, mais pour ne pas avoir quitté des yeux l'éducation depuis toutes ces années, que je mûris un petit peu mon analyse de ce qui se passe dans l'éducation. Et je vous assure, quand vous prenez le temps d'y réfléchir, en fait, le sujet central, c'est vraiment celui-là. C'est celui des inégalités et de l'absence de mixité. Parce que c'est ce sujet-là qu'on retrouve, en fait, derrière tous les maux et tous les malaises latents de l'éducation qu'on évoque depuis tout à l'heure. Que ce soit la question de l'enseignement professionnel. On parle du lycée professionnel, de la réforme du lycée professionnel, etc. On pourrait en reparler tout à l'heure. Entre parenthèses, je dis à quel point c'est important d'assurer un socle d'enseignement général aux élèves et de ne pas non plus les pousser trop vite vers les stages professionnalisants. C'est très important, évidemment, mais il faut quand même qu'ils aient du français, de l'histoire géo, des maths, parce qu'il faut qu'ils aient une polyvalence qui leur permette plus tard de rebondir sur d'autres métiers dont on ne connaît même pas encore l'existence aujourd'hui. Je referme cette parenthèse, mais on parle du lycée professionnel. Est-ce qu'on pourrait être honnête ici et se dire que le vrai sujet du lycée professionnel, c'est la façon dont on y sont concentrés des élèves qui ont tous la même origine socio-culturelle? On peut se le dire ou pas? Il y a un moment, enfin, je veux dire, il faut être franc pour essayer de résoudre les problèmes. C'est ça le sujet. On parle de communautarisme, on parle d'atteinte à la laïcité. Est-ce qu'on peut se dire que les atteintes à la laïcité ou le communautarisme, etc., qu'on peut déplorer dans certains endroits, il est le fait d'établissements ségrégés dans lesquels on concentre les mêmes origines socio-culturelles d'élèves et de familles? On parle d'orientation subie, mal choisie, etc. Est-ce qu'on peut se dire que, ouais, quand des élèves vivent avec d'autres élèves qui leur ressemblent
dont les parents ressemblent à leurs propres parents, c'est-à-dire chômage, ouvrier, etc., il y a une forme d'autocensure, de méconnaissance des possibles, des grandes écoles, etc., etc. Donc en fait, on parle même, je vais en venir aux enseignants, de malaise enseignant. Mais est-ce qu'on peut se dire que les enseignants qui sont le plus en difficulté, qui le manifestent et qui sont malheureux, ce sont des enseignants généralement jeunes, qui sont envoyés dans les quartiers les plus difficiles, avec des établissements ségrégés dans lesquels se concentre... D'où l'enjeu de la formation des enseignants. Mais pas seulement, même l'enjeu de réfléchir au statut des enseignants, de faire en sorte que ce ne soient pas forcément les plus jeunes qu'on envoie dans les endroits les plus difficiles, de faire en sorte surtout qu'on ait des établissements moins ségrégés. C'est vraiment le maître mot. J'ai beau retourner le sujet dans tous les sens, pour moi, si on ne règle pas ce problème-là, si on ne fait pas en sorte que dans les collèges, parce que c'est beaucoup au collège que ça commence, dans les collèges, on mélange des élèves venant d'horizons divers, mais pour de vrai. Et il y a des expérimentations qui ont été menées en la matière que j'avais lancées en 2016, dans lesquelles on a, sur une vingtaine de territoires, vraiment imaginé des choses révolutionnaires, où on prenait des élèves de deux collèges très différents, un plutôt aisé, un moins aisé, et on mélangeait ces élèves ensemble. Mais les résultats sont incroyables aujourd'hui. Les résultats académiques à la hausse, le climat scolaire nettement amélioré, les conditions de travail des enseignants bien meilleures, les fameuses atteintes à la laïcité chutent en flèche, etc., etc. Mais vraiment, il n'y a pas photo. Et même sur le sentiment d'estime personnelle, de confiance en soi, de capacité à se projeter dans la société, dans l'avenir, eh bien, on a noté une amélioration aussi bien sur les élèves dits défavorisés que sur les élèves favorisés. Donc la mixité, ça a du bon pour tout le monde, personne n'a à y perdre. Les résultats académiques des meilleurs n'ont pas chuté, contrairement à ce que disaient nos détracteurs. Il n'y a pas de nivellement par le bas à mélanger les élèves ensemble. Alors, mélangeons les élèves. En fait, je vous assure que ça résoudra 80% des problèmes de l'école. Merci de ces propos. Peut-être Mathieu Nébrun sur ce que vous voyez, vous, avec Open Classroom, parce que là, pour le coup, on ne fait pas de distinction, de discrimination, c'est Internet. Comment est-ce que vous observez des choses ou est-ce qu'il y a, ils se reproduisent malgré tout effectivement des discriminations? Je partage déjà complètement le constat que vient de faire Najat Vallaud-Belkacem parce que il est très clair que le gros du sujet, il est caché là, mais on parle de deux sujets peut-être un petit peu différents. Mon expertise se situe plutôt dans le professionnalisant et il y a un sujet avant, plutôt du collège, voire même du primaire, où l'horizon des jeunes est fortement réduit, notamment à cause d'un sujet de ségrégation. Moi, ce que j'observe dans les étudiants qui viennent graviter autour d'Open Classrooms, ce sont d'abord des gens qui sont en dehors de la norme de l'éducation. Plutôt des gens qui vont soit être en avance, soit être en retard et ne se sont jamais trouvés à l'école. Parce qu'une méthode d'enseignement un peu unique, celle qui est promue par l'éducation nationale, ne leur convient pas toujours. Et il y a des gens qui se débrouillent très bien dedans, et tant mieux pour eux, et ils font parfois des carrières brillantes, mais il y en a plein qui pourraient faire des carrières brillantes, et où le fonctionnement de l'école n'est pas adapté à leurs besoins. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on passe d'un monde où on avait besoin de former tout le monde aussi à l'identique, notamment pour travailler dans un milieu industriel, à un monde où il faut être aussi capable de s'adapter à chaque individu, tout en étant capable de faire groupe. Donc c'est un double enjeu. Et ça, ce que j'observe, c'est vraiment une très grande diversité des individus, des attentes, et donc il faut s'adapter au rythme de chacun. C'est très difficile dans le modèle tel qu'on le connaît de l'éducation nationale, parce qu'on a une salle de classe, parce qu'on veut avancer au même rythme, parce que tout le monde doit commencer un peu à la même date, mais certains auraient besoin de commencer plus tôt, certains auraient besoin de commencer plus tard, certains ont besoin juste d'un peu plus de temps pour acquérir les compétences. Il faut être capable de s'adapter. Donc il faut plus de flexibilité, pour reprendre un mot à la mode au MEDEF, plus de flexibilité pour l'enseignement? De façon générale, j'appelle à plus de flexibilité. C'est difficile à mettre en place dans certains cas de figure, mais on voit avec le cas d'Open Classrooms qu'on peut le faire, mais il faut juste effectivement parfois faire table rase de certains modes de fonctionnement. Et je constate qu'on en a besoin notamment parce qu'il y a une crise de confiance dans l'éducation nationale. Je suis bien placé parce que ma mère a été institutrice toute sa vie pour le voir. Il y a une crise un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que les enseignants ont moins confiance dans leur ministère parce qu'ils ont l'impression que les trucs tombent un peu de nulle part par rapport à leurs problèmes du terrain, et en même temps une crise de confiance du côté tout en haut parce qu'on va indiquer assez précisément quoi faire, alors que dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque école ou dans chaque classe, les besoins sont un petit peu différents. Faisons confiance aux enseignants pour adapter leurs enseignements à la situation qu'ils vivent à l'instant où ils la vivent. Olivier Faron, je voulais vous
Oui, vous pouvez applaudir maintenant et plus tard. Mais je pense qu'effectivement, le débat est vraiment là, entré dans le vif du sujet. Olivier Faron, est-ce que on voit souvent l'éducation nationale comme quelque chose de très monolithique, des termes qui parlaient de la préhistoire ont parfois été employés à son propos. Est-ce que l'éducation nationale, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, est prête à ce nouveau pacte, cette révolution éducative et ce pacte entre l'école et l'entreprise, alors qu'on sait que parmi tous les gens qui sont ici, le principal problème de la rentrée, il y a le problème de la rentrée scolaire pour les jeunes, le principal problème des entrepreneurs qui sont ici, c'est de recruter, c'est de faire face à des pénuries. Et quand on voit le nombre de jeunes, comment on peut sortir de ce gâchis? Est-ce qu'on peut trouver une forme de nouvelle alliance entre l'école et l'entreprise? Alors, vous me permettrez de ne pas partager totalement ce qui vient d'être dit. D'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'on gère quand même des nombres très importants. Moi, l'Académie de Strasbourg, ce sont 331 000 élèves, jeunes qui sont à former. Et le contrat que j'ai, le contrat moral que j'ai, c'est qu'ils reçoivent tous la formation la plus adaptée à eux. Après, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, contrairement un peu à l'image, je vous rassure, je suis aujourd'hui ici, mais demain, je serai dans les établissements et l'éducation nationale est dans les établissements, je vous rassure. Et surtout, derrière, il y a des programmes, il y a des indications qu'on donne à nos enseignants. Et moi, je voudrais rendre hommage aux enseignants de ce pays, et notamment ceux d'éducation prioritaire, parce que ce sont des formidables combattants. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui probablement sont les plus investis dans leur métier, on le voit avec les nouvelles revalorisations, ceux qui portent la mission de service public d'éducation nationale le plus fortement, eh bien ce sont ceux d'éducation prioritaire. Ce sont eux qui sont auprès de leurs enfants. Vous parliez tout à l'heure de peut-être commencer plus tôt. Ce sont eux qui ont envie de faire des vacances apprenantes. Ce sont eux qui ont envie de faire des stages de réussite. Donc je pense aussi que la confiance qu'on doit avoir, et c'est aussi une confiance dans nos enseignants. On n'est pas enseignant et chacun sait qu'enseigner dans un quartier difficile, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un quartier difficile. Mais que ces enseignants qui sont, même les plus jeunes d'entre eux, ils l'ont choisi, à nous de les accompagner, à nous de les former, et on met en place des écoles académiques de la formation continue qui marchent très bien, à nous d'être à leur côté, mais ce sont eux l'avenir de notre système, et eux, ils savent qu'ils ont un rôle central. Après, ce qui a été dit, c'est vrai qu'on ne peut que s'opposer aux formes d'assignation sociale, d'assignation de résidence, on ne peut que s'essayer et les regretter. Mais voilà, c'est aussi malheureusement un peu au cœur de notre fonctionnement social, à nous d'essayer de changer les choses, à nous de trouver les meilleurs moyens de faire réussir tous les jeunes. Le mot important, c'est tous les jeunes. Vanessa Diriyah. Oui, je voudrais rebondir parce que derrière les difficultés de recrutement des entreprises, il n'y a pas qu'un déficit potentiel de formation. Il y a pour beaucoup de métiers un déficit de reconnaissance des filières. C'est-à-dire que les jeunes, c'est pas qu'on peut pas les former, c'est pas qu'on ne va pas les former, c'est pas qu'ils n'ont pas le bon socle de compétences, parce que quand même, grandement, et je m'accorde, on traite quand même bien beaucoup de jeunes arrivés avec un bon niveau, c'est qu'ils ne connaissent pas vos métiers, ils ne connaissent pas les besoins, ils ne les trouvent pas attirants. Donc une des premières, pour rebondir sur ce que vous disiez Philippe, une des premières choses à régler, c'est cette interaction entre vos besoins et les systèmes d'éducation, d'orientation dès le lycée et dans le supérieur, pour valoriser les filières. Parce qu'une fois que la filière est valorisée et que le jeune a envie d'y aller et qu'il est motivé, on peut trouver des systèmes de formation. Il existe les systèmes de formation. Il y a des métiers en tension avec des CFA, des centres de formation d'apprentis qui sont vides. Donc le sujet, c'est pas d'avoir la formation au bon niveau, le sujet, c'est d'avoir les jeunes ou les moins jeunes en formation. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ces métiers en tension. Donc moi, déjà, je voudrais bien remettre, pour répondre, puisqu'on est ici à cette problématique de recrutement des compétences dans les entreprises, cette interaction qui est fondamentale si on veut répondre aux besoins des acteurs économiques. Et la deuxième chose sur les sujets de déterminisme social,
c'est le problème, je pense, mais on est tous alignés ici pour dire c'est le problème majeur de notre système, le déterminisme social. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui se passe et je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe en avant-bac. Ce qui est sûr, c'est que la réforme et la loi à venir depuis 2018 a permis de faire des vraies avancées. Ce n'est pas encore fabuleux, on a encore 1,7 million de NEETs, donc de jeunes sans emploi, sans formation et qui se retrouvent au milieu de nulle part. Et ça n'est pas acceptable. Un certain nombre d'expériences commencent à être menées qui résolvent le sujet en partie grâce à une part de digital, qui résolvent le sujet aussi, parce que ces jeunes-là, on ne peut pas les envoyer faire des formations à 300 km de chez eux, dans la grande ville. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas comme ça. Il y a une peur. Au-delà des moyens, il y a une peur et il y a un empêchement social en plus. Donc il faut trouver des bonnes alliances dans les nouvelles modalités pédagogiques qui associent de la technologie, un peu de digital, qui associent beaucoup d'accompagnement et qui les mettent dans l'emploi le plus rapidement possible. Et c'est là où je salue le résultat de cette réforme de l'apprentissage qui nous a permis quand même de résoudre une partie. Nous, on a 15% de jeunes des quartiers qui ont accès maintenant à l'enseignement supérieur par ce biais d'apprentissage dès le niveau BTS. Donc il faut que la France continue à investir dans cette filière-là parce qu'elle permet en partie, il y a sûrement encore des choses à régler, de répondre à ce sujet de déterminisme et d'apporter et d'avoir un plus grand nombre de jeunes pour répondre aux besoins de nos entreprises. On approche de la fin de ce débat qui était passionnant. Peut-être Carole Delga, sur ce sujet justement de l'apprentissage, de la réforme du système de formation professionnelle, vous êtes quand même en première ligne les régions. Vous avez, la région de France a fait quelques communiqués assez critiques, pour prendre des termes assez choisis, sur ce qui est fait. Pourtant, ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qui, pour vous, ne va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Si vous avez un message à adresser au président de la République, puisque c'est le chef de l'école, et donc de l'apprentissage. Alors, concernant l'apprentissage, les présidents de région, dans leur totalité, nous soutenons l'apprentissage parce que c'est une voie de pédagogie qui est spécifique et qui est complémentaire des autres pédagogies. Mais il faut que derrière les chiffres annoncés, le rapport de la Cour des comptes sur ça était quand même très éloquent. Oui, il y a une réussite de l'apprentissage, mais surtout quand même de l'enseignement supérieur. Et ça, quand même, c'est un vrai sujet parce que nous, présidents de région, ce que nous regrettons, c'est que la question de l'apprentissage avant le bac n'a pas été assez bien traitée. Et c'est pourquoi nous pensons que nous devons, dans le nœud gordien de l'orientation, avoir plus de moyens, avoir une autre forme de coopération avec le monde de l'entreprise. Mais à travers les interventions des uns et des autres, et en discutant avec de nombreux chefs d'entreprise, le sujet, en fait, en France, et dans un pays, je pense, c'est tout simplement la question du capital culturel. Parce qu'à travers un capital culturel qui est structuré, qui est élevé, cela permet, à chaque citoyen d'avoir son libre arbitre, de choisir son destin en conscience, et deux, ça permet de s'adapter aux besoins de l'économie, au temps de l'évolution des compétences qui s'est vraiment accélérée avec le progrès qui est très fort, avec les nouvelles technologies, avec la nécessité d'avoir de nouveau de l'industrie sur notre pays, d'avoir de la souveraineté, à travers la nécessité d'être leader sur la transition écologique et énergétique. Et cette question du capital culturel, il peut se résoudre par plusieurs moyens. Je n'y reviendrai pas sur le fait d'avoir des temps scolaires plus longs, fournis de façon différente, avec des pédagogies différenciées en fonction de l'intelligence de l'enfant, parce que tous nos enfants sont intelligents et il faut leur donner le bon moyen de l'exprimer. Et après, il y a deux sujets. Najat a rappelé la question de la mixité sociale et la question de la formation de nos enseignants. La question, en effet, de la mixité sociale, il faut avoir le courage, et avec Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, en Haute-Garonne, en Occitanie, on avait décidé d'avoir un plan global où on a fermé des collèges
des quartiers très pauvres. Et ces enfants, ils ont été tous les jours amenés, bon, le transport scolaire en Occitanie, il est gratuit, amenés dans des collèges, des très beaux quartiers de Toulouse, et ça a fonctionné. Parce que nous l'avons débuté en 2016, c'est-à-dire là, nous avons 6 ans de recul, ça a fonctionné, et ça a fonctionné dans les deux sens. C'est-à-dire pour les enfants issus de milieux sociaux favorisés, ça leur a donné une ouverture d'esprit, et ils ont aussi bien, les enfants issus de milieux modestes, aussi bien réussi dans des collèges prestigieux toulousains. Et juste en conclusion, c'est la formation des enseignants. Parce que je partage ce que disait monsieur le recteur, on doit être admiratif du travail des enseignants. Parce que quand on est, il faut se parler vrai, chef d'entreprise ou président de région, on a 2 heures de mou dans la journée, c'est pas trop grave. On bosse plus le soir, on récupère. Non, 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 quand tu es enseignant, quand tu es prof, tu dois être au top tout le temps où tu es devant tes élèves. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fait une formation qui est maintenant en 2023 de 6 mois, c'est 1 an à mi-temps, de 6 mois à Bac+5, et qu'on est armé pour la vie de l'enseignant. Donc il faut de nouveau recruter à Bac+3, il faut avoir 2 ans de formation, et il faut aussi que la carrière de l'enseignant lui permette d'aller vers d'autres métiers au cours de sa carrière et de revenir à l'éducation nationale. Et quand je dis d'autres métiers, pas uniquement dans la fonction publique, mais aussi dans le monde privé. Et il faut aussi également, quand il y a des vocations à 45 ans, je suis ingénieur, je veux devenir prof, eh bien on puisse leur permettre d'intégrer. C'est avec cette richesse dans la diversité des parcours, on ne peut pas être pendant 40 ans au top enseignant. Il faut s'ouvrir aux autres. Merci Carole Delga pour cette ode à nos enseignants, à qui on souhaite une bonne rentrée des classes. Merci, je crois que Najat Vallaud-Belkacem, on était là pour se dire les choses. Je crois, notamment grâce à vous, mais avec tout le monde, on s'est dit les choses. À toi la parole, Nicolas. Merci cher Philippe, merci mesdames et messieurs. On applaudit encore vos invités ce matin. Merci à tous d'avoir accepté l'ouverture